que le no-code pourrait l'aider? J'imagine qu'on puisse exporter, par exemple, les données sous format Excel. C'est le cas? Effectivement, il faut le faire. Et bienvenue à tous pour cette table ronde avec une grande question. Comment booster votre commerce grâce au digital? Alors, moi, je m'appelle Anne Schondorfer. Je suis entre autres journaliste indépendante dans le monde du vin depuis plus de 20 ans. Et on va pouvoir découvrir que dans le monde du vin, dans le monde du digital surtout, il y a toujours une rencontre derrière. Donc, en 1 heure, je vais avoir 8 intervenants. Donc, nous avons déjà 4 personnes. Il y en a 4 autres qui vont arriver. On va faire 2 rounds. Le premier round, ça va être sur la gestion de la relation client. Et le deuxième round, ça sera avec un hashtag qui est transparence. Alors d'abord, je présente Sarah. Donc Sarah Estève, vous êtes entrepreneuse dans la tech. Vous êtes spécialisée dans ce qu'on appelle le no-code, qui permet, sans coder, de créer un logiciel sur mesure pour une entreprise. À côté, nous avons donc Marion Matelin. Vous êtes directrice commerciale de Blanville, qui est la marque ombrelle du château au Blanville, du domaine des Celtis et du domaine des 8 lunes. Vous m'aviez confié que vous êtes digitalisé pour votre production avec un ERP. Un gros mot, ça veut dire c'est un logiciel de gestion d'entreprise qui va globalement des assemblages à la facturation. Alors Marion, je vous propose d'exposer votre problématique et donc Sarah, dans un temps très court, donnera des pistes de solutions en no-code. Aujourd'hui, nous sommes une petite structure. On a une relation très personnalisée avec nos 50 plus gros clients. Mais en fait, on a plus de 1000 clients. Mais on veut leur offrir une vraie expérience et surtout les fidéliser. Comment ces gens-là, on peut leur parler de manière très personnalisée en automatisant un certain nombre de choses et en restant pertinent pour eux. Parce que tous ces petits clients, en fait, on leur adresse exactement le même message à tous. On n'a pas forcément la bonne offre qui est adressée à la bonne personne. Et donc, forcément, on perd des ventes, on perd des clients et on devient moins pertinent pour ces gens-là. Oui, alors le no-code, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle façon de programmer qui permet justement de se passer de langage de programmation et de programmer de façon visuelle. On va développer des outils ou des automatisations, on va dire, entre 3 à 5 fois plus rapidement qu'avec du code. Ça permet de réaliser des projets pour des entreprises qui n'auraient pas pu se payer ces projets-là avec du code traditionnel. Et sur un projet comme le tien, Marion, le no-code va permettre d'automatiser certaines tâches et permettre de connecter différents outils, comme Mailchimp, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, ouais, Mailchimp, donc on peut préciser ce que c'est? C'est un outil d'emailing qui permet de segmenter en fait sa base prospect ou client et d'adresser des messages vraiment très personnalisés. Et donc le no-code va nous permettre justement de pouvoir relier très facilement sans avoir recours à un développeur codeur qui prendrait beaucoup plus de temps, qui serait beaucoup plus difficile à trouver. Aujourd'hui, moi j'ai vu des gens se reconvertir dans le développement en no-code, des gens qui étaient chauffeurs de taxi, chanteurs d'opéra. Donc c'est accessible et donc on va en trouver beaucoup plus rapidement que des développeurs traditionnels. D'accord, mais par exemple, pour répondre à la problématique de pouvoir livrer une information plus personnalisée à ses clients qui sont très diverses. J'imagine qu'on puisse exporter, par exemple, les données sous format Excel et que grâce à cette base de données, dire à Mailchimp, bon ben voilà, tel client s'intéresse plus au vin biodynamique. On va pouvoir en fait segmenter les clients en fonction de ça et pouvoir leur adresser des messages très personnalisés par email et justement éviter ce que tu as exposé, c'est-à-dire de se dire, ah, j'envoie une newsletter tous les 15 jours à l'ensemble de mes clients avec l'ensemble des informations. Peut-être que ça va les saouler un peu, ils risquent de se désabonner, puis je risque de rater des ventes, alors que si je personnalise un petit peu plus mon message, ils seront peut-être plus à même de lire qu'envoyer directement dans le spam ou dans la corbeille. Concrètement, quel serait le temps à consacrer et du coup, quel serait le coût, par exemple, pour pouvoir développer cette solution avec du no-code? Je pense moins de 2-3 jours. En Budget? termes de budget, on est aux alentours de peut-être 1000 euros, quelque chose comme ça. Moins de 1000 euros Ça pour paraît régler son problème. absolument merveilleux quand même. Mais donc dans la réalité, ça marche. Exactement, oui, ça marche. Le no-code, justement, je pense que ça peut aider aussi à suivre l'évolution de la digitalisation d'entreprise qui ne se fait pas d'une seconde à l'autre.
Bon, c'est intéressant. Alors maintenant, nous avons avec nous Elisabeth et Marion. Elisabeth Pou, vous êtes depuis plusieurs générations vigneronne. Vous gérez avec votre sœur votre domaine familial de pêche-monelle de 55 hectares, dont 20 hectares de vignes, mais pas que, car vous êtes aussi orthophoniste et votre sœur infirmière. Donc vos journées sont très chargées. À côté de vous, il y a Pauline Damestois, qui est responsable commerciale de la start-up Wineries, qui est une solution de gestion commerciale qui permet de gérer son domaine sans recourir à de multiples logiciels. Elisabeth utilise la solution Wineries. Est-ce que vous pouvez déjà nous exprimer quels étaient vos besoins quand vous avez rencontré Wineries? On nous demande d'être des hommes ou des femmes orchestres, c'est-à-dire performants sur le vignoble, performants dans le chai, en vinification, en élevage, et puis ensuite, le vin, quand il est fait, il faut le vendre. Et là, ce sont les ennuis qui commencent. Je n'ai pas dit que c'était facile de faire du vin, mais le vendre, c'est encore plus difficile. Alors, nous avons des obligations douanières, nous avons des obligations financières, nous avons des obligations de déclaration, etc. Et on doit y répondre. Et pour cela, il faut des supports. Il faut une application pour gérer les stocks, il faut une application pour gérer la cave, il faut une application ensuite pour faire la gestion commerciale. Donc, le jour où j'ai découvert Live Market, qui est devenu rapidement Wineries, j'ai dit c'est ma solution, c'est ce que je veux, parce qu'en fait, on m'a proposé une application déjà attrayante. Sur la même page, j'avais tout, c'était clair, j'aurais mes clients, machin, voilà, ma flèche, ça monte, ça descend, voilà. La gestion, évidemment, des stocks de bouteilles, les bons de livraison, les commandes, les factures, les proformas. Et un truc qui est très intéressant sur Wineries, c'est que vous pouvez être plusieurs à travailler sur cette application, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est au domaine, qui est en train de faire de la vente, et vous aussi, vous faites de la vente. Elle saura que, en disponibilité, il ne reste plus que ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est dans la gestion des clients, justement, c'est le gros problème. On a une diversité de clients et c'est la grande intelligence, je dirais, de Wineries où on peut classer nos types de clients, rajouter des tags, je l'ai rencontré là, je dois le repeler à ce moment-là. En fait, il y a cette facilité d'utilisation, cette convivialité aussi, puis c'est joli, parce que par rapport à tout ce que j'avais pu voir, voilà, c'est rebutant, voilà. On est d'accord, c'est aussi important, effectivement, c'était d'avoir une interface qui soit voilà. ergonomique et qui ait un voilà. look and feel Et dans mon cas, sympathique. Qui est une pluriactivité, je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Voilà. Donc, pour répondre à la question de la table ronde, comment booster vos ventes, est-ce que du coup, Wineries, vous êtes à booster vos ventes? Wineries vous propose de faire des campagnes. Vous avez des modèles, vous avez changé la photo, le machin, vous choisissez votre liste de clients et surtout la grande intelligence de cette application, c'est que votre destinataire va recevoir le mail au bon moment. Mais comme ça, en demi-heure, c'est envoyé, quoi. C'est fait, créé, envoyé. Voilà. Bon, merci. Alors, Pauline, par exemple, un vigneron choisit votre solution. Combien de temps il va falloir pour qu'il déploie cette solution? Il faut compter 2 mois. Ce délai il se justifie par le fait que ces 2 mois-là, ils sont destinés à récupérer toute la donnée client qu'on travaille et qu'on met dans le logiciel. Il y a également une période de formation. L'objectif, c'est que ça devienne un vrai compagnon de route et que vous puissiez l'utiliser tranquillement de votre côté. Et après, quel est le coût globalement de la solution? Combien est-ce que ça coûte pour, on va dire, un vignoble de 15 hectares? Alors, d'abord, la question à se poser, c'est la question des besoins. Sur un domaine de 15 hectares, un domaine qui en aura 5, par exemple, n'aura pas forcément les mêmes besoins. Il faut se rapprocher aussi de la valeur à long terme, donc que ce soit en gain de temps, en confort, en gain de chiffre d'affaires également. Mais sur une base classique, si on part sur un budget précis, à partir de 79 € par mois, on a un outil qui nous permet de gérer notre stock, notre fichier client, tous nos canaux de distribution. De manière mobile et surtout de manière interconnectée. Par exemple, Elisabeth utilise le module marketing. D'autres domaines n'auront pas besoin parce que c'est pas de la manière dont ils fonctionnent. Donc l'objectif, c'est de pouvoir prendre un module qui leur convient mieux. Et vous, Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien vous payez tous les mois avec... Incapable parce que j'ai payé pour 2 ans. Une phrase parce qu'il faut qu'on
passe au deuxième round. Quelles sont les évolutions qui sont en cours? Aujourd'hui, l'objectif, c'est de continuer à être encore plus performant sur ce qu'on fait déjà et de pouvoir venir répondre aux besoins en suivant. Donc là, par exemple, on a développé toute la gestion du vrac. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir traiter toute cette chaîne de valeur du début à la fin. Je vous remercie beaucoup, mesdames. On va passer au deuxième round et on va accueillir des messieurs cette fois-ci. Donc, avec mon premier duo. Alors, Boris, vous avez 4 restaurants. Depuis 2015, vous gérez avec votre femme Laetitia le domaine de la Grande Sieste qui est situé à Agnan. Vous vous êtes lancé dans la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, pas pour être labellisé, mais parce que vous êtes engagé. Frédéric Voll, vous êtes ingénieur agro de Montpellier. Aujourd'hui, vous êtes cofondateur et directeur du développement de Wine Pilot. Votre solution digitale permet aux professionnels du vin de mesurer et piloter leurs progrès RSE. Concrètement, Frédéric, sur quoi travaillez-vous avec Boris? On aide en fait à collecter de la donnée, mesurer une empreinte environnementale, donc ça passe par le carbone, mais pas que. On est également sur le sujet du social. Alors dans la filière viticole, il y a eu quelques incidents dans les vendanges. Enfin, c'est pas complètement neutre quand même le social dans la filière viticole, faut pas l'éluder. Et donc tout ça, ça constitue la RSE. Une fois qu'on a mesuré son empreinte carbone et où on en est sur l'agriculture régénératrice, c'est comment on travaille à la fois sur la décarbonation et la régénération. C'est une usine à gaz en termes de calcul, de mesure, et il faut simplifier tout ça. Donc nous, notre job, c'est de simplifier la collecte, simplifier la mesure et pouvoir publier dans les différents référentiels ce dont a besoin un vigneron ou un groupe pour pouvoir montrer en fait le progrès qu'il fait et l'action qu'il fait sur la question de l'environnement et sur le social. Alors vous, Boris, quel était votre besoin? Écoutez, c'est hyper simple en fait. Admettons que je veuille faire un régime, je me pèse au début du régime, je me mets à manger de la salade, et puis ensuite il faut que je me pèse régulièrement pour voir comment ça fonctionne. Expliquer toutes les bonnes pratiques qu'on a, c'est une bonne chose, mais pouvoir les quantifier, les certifier pour assurer à nos clients qu'on assure ces bonnes pratiques, pour nous c'est hyper intéressant. Et ça, à mon avis, ça va devenir obligatoire d'ici à pas très longtemps. Alors comment vous y prenez au quotidien pour du coup mesurer tout ça? C'est hyper chiant et c'est hyper simple. Okay. Dans le Wine Pilot, il y a tout un tas de mercurial. Je rentre dedans ma facture d'électricité, la facture du gaz que j'utilise pour mon Fenwick, etc., etc. Et le logiciel convertit ces factures en indices, en score. Et puis une fois qu'on a fait un diagnostic, eh ben, on réfléchit sur une trajectoire d'amélioration. Et puis on mesure les améliorations au rythme où on a envie. Alors je vous disais que c'était un petit peu chiant, il faut spoiler toute la compta en fait, et ressortir chaque facture liée à l'énergie, mais aussi à la biodiversité. Par exemple, moi, il y a un indicateur qui me turlupine, c'est le tassement des sols. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Sols, c'est par rapport au nombre de fois où le tracteur va passer. C'est comment est-ce qu'on... Si vous le passez après la pluie ou quand le sol est bien dur. Okay. Ah oui, si vous avez des couverts végétaux ou pas, si vous travaillez votre sol ou pas. Enfin, dans des critères qui sont très fins finalement. Ah, c'est excessivement fin, ouais. D'accord, ok. Oui, j'ai fait un test. Il y a un truc qui m'horripile, c'est les cartons intercalaires quand on se fait livrer des bouteilles avant une mise en bouteille. Ouais. Ça me gonfle de les emmener à la déchetterie. Et ben, j'ai eu l'idée de les étaler dans les vignes. Je me suis dit, tiens, c'est du carbone, ça doit. Et pour moi, un sol, ça digère du carbone et ça fait de l'azote. Donc je me suis dit, bah, tiens, on va tester de manière purement intuitive. On a recouvert de paille pour que ce soit un petit peu joli. Et ben là, aujourd'hui, on a les résultats d'une intuition en fait. Je vais faire un petit pas de côté parce que Boris est effectivement un testeur sur ce qu'on est en train de développer sur la convergence de ce qu'on appelle la viticulture régénératrice et la décarbonation. On est en co-construction avec Boris sur ces indicateurs-là. Mais la plateforme, elle est opérationnelle depuis 2 ans. Notre premier client, c'est Gérard Bertrand. Et donc, on a déjà sur les fonctionnalités de mesure d'empreinte et de pilotage de trajectoire de décarbonation, quelque chose qui tourne. Mais on veut aller plus loin. Parce que moi, je pense que la décarbonation, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la trajectoire de décarbonation, pour moi, c'est un levier d'action qui doit permettre de travailler également sur l'eau et la biodiversité. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, on va continuer sur la transparence avec François et Adrien. Donc, François Ducrot, vous êtes négociant vinificateur. Vous produisez en moyenne chaque année l'équivalent de 200 000 bouteilles en bio. Vous avez 10 cuvées en nom propre et 10 cuvées en marque de distributeur. Vous misez tout sur le conditionné, que ce soit en bouteille, en bib ou en
kegs, donc ces ces nouveaux fûts à vin qu'on voit de plus en plus apparaître. Adrien Tréchaud, vous êtes le fondateur de Dans ma bouteille, qui est une solution simple d'affichage des informations nutritionnelles pour le vin. Maintenant, étiquetage, qui est un sujet où de toute façon, tout le monde va devoir s'y mettre. Donc là, je vous propose de nous présenter rapidement le contexte de l'étiquetage. Je suis parti d'un principe assez simple, c'est que les boissons alcoolisées échappaient à l'information nutritionnelle telle qu'on les connaît pour l'alimentaire et que je trouvais que ce n'était pas normal. Bon, beaucoup de vignerons me diront que non, mais en tout cas, c'était mon point de départ. Le texte européen est rentré en vigueur le 8 décembre 2023 et donc, en fait, la PAC a été modifiée et le vin est la première boisson alcoolisée qui va devoir indiquer sa composition et ses données nutritionnelles. On va pouvoir l'afficher de façon sur l'étiquette, comme un paquet de chips, ou de façon numérique, donc avec l'utilisation d'un smartphone pour accéder à ces informations. Et ça, c'est un premier élément qui n'existe nulle part ailleurs et qui n'a jamais existé. Mais c'est ça que vous m'aviez confié, c'est qu'en fait, le vin est le seul produit agroalimentaire où on va avoir le choix de pouvoir aussi partir sur le digital. Donc aussi une opportunité. Oui, c'est clairement une opportunité dans un monde qui se digitalise de plus en plus. On part avec 40 ans de retard et on arrive avec peut-être 2, 3, 4 ans d'avance. D'accord, ok. Merci pour ces précisions. Du coup, François, depuis quand vous utilisez la solution Dans ma bouteille et pourquoi vous êtes déjà lancé et combien de vin? Bonjour à tous. Moi, ça fait une grosse année qu'on a commencé à travailler dessus avec Adrien. J'ai compris là aussi qu'on avait, nous, un enjeu à relever, un challenge. Aujourd'hui, on a la tolérance de la digitalisation. Seulement, il va falloir qu'on la défende. Si tout le monde déconne, un beau jour, on va nous dire non, vous allez écrire comme tout le monde votre liste d'ingrédients, vous ferez avec, quoi. Oui, voilà la bouteille. Voilà, bon, avec en fait, le code. du coup, on a un QR code où on doit mettre une taille précise. Tous les consommateurs ont accès aux données nutritionnelles dans les 24 langues. Donc, le consommateur en Hollande qui scanne a accès aux informations nutritionnelles en hollandais immédiatement. Mais demain, cette donnée, en fait, le fait de la numériser, on va pouvoir donner aux consommateurs en toute transparence un accès au traitement par parcelle, à l'empreinte carbone. On va certainement développer des indicateurs environnementaux qu'on n'a pas encore imaginés. Mais la transparence amène un nouveau pan d'information et qui sera très favorable au vin. Vous vous rejoignez en fait sur le mot transparence de l'information auprès de vos clients, ça c'est sûr. Il me semble qu'à présent, si je prends mon smartphone et que je vais donc sur mon QR code nutritionnel, il y a certaines informations et je n'ai pas le droit même de rajouter un lien vers mon site internet. C'est très très normé pour l'instant. Heureusement d'ailleurs, le centre de tout, c'est quand même le consommateur et c'est lui apporter une information qui soit lisible. On n'a pas le droit d'y ajouter une information commerciale. Par contre, ce qui peut évoluer, c'est d'autres indicateurs, le Planet Score, l'Eco-Score. Au final, je pense que pour le vin en tout cas, qui est un produit avec une naturalité, ça va surtout nous mettre en avant et en tout cas nous permettre de valider cette naturalité. Pouvez-vous nous dire quelles sont les réactions de vos clients ? En tout cas, pour mes marques que je distribue, mes cuvées que je distribue en nom propre, j'ai eu 0 retour, quoi. Il n'y a pas de « ah, c'est bien » ou de « ah, c'est pas bien ». C'est comme ça, voilà, point. Et puis, on sait de toute façon que ça va être prochainement obligatoire. Donc, pareil, Marie, elle n'est pas là, mais je pense... elle est là. Marie, non, mais vraiment, il faudra savoir l'année prochaine, interroger un peu les gens, comment ils réagissent. Bon, super. Je vous remercie beaucoup.